Salut à tous, amis téléspectateurs, amis auditeurs de la diaspora profonde. Merci encore une fois de plus d'être braqués devant vos postes téléviseurs pour regarder cette émission Planète Afrique qui vous est envoyée par votre collaborateur direct Serge Niawa. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Mais pour aujourd'hui, je reçois une grande dame de la place, une femme activiste, une femme aujourd'hui qui se bat pour le monde entier, pas uniquement pour un seul pays, mais qui se bat pour le monde entier pour la défense, la transparence plutôt, et la défense des droits de l'homme en Afrique. Je voulais demander à tous ceux qui veulent participer à cette émission de nous appeler sur le numéro de téléphone qui est sur votre écran et essayer de lui poser encore quelques questions. Mais quant à moi, Serge, je dois aller droit au but, au thème du jour. Je lui ai laissé le temps de pouvoir choisir ce thème. Elle-même nous a envoyé ce thème et c'est de ce thème dont nous allons parler. Pour le thème, il s'intitule « La sécurité de la population ivoirienne, mais surtout du côté des enfants et leur disparition en cascade et mort en cascade plutôt, dans l'impunité du système international au vu et au su de tous les mentors et collaborateurs. » Je répète encore pour ce thème, la sécurité de la population ivoirienne, mais surtout du côté des enfants, leur disparition et mort en cascade dans l'impunité du système international au vu et au su de tous les mentors et collaborateurs. Mesdames et messieurs, merci encore d'être avec nous. Je voulais quand même vous présenter Madame Kondo. Madame, bonjour, depuis les États-Unis. Bonjour. Effectivement, c'est Madame Madeleine Kondo, depuis les États-Unis, c'est-à-dire depuis New York. Je vais essayer de répondre aux questions de tous les auditeurs. Et on va ensemble décortiquer ce sujet et voir comment on peut arriver à faire des propositions, parce que il ne s'agit pas seulement de critiquer. Si vous critiquez pour ne pas proposer, alors là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Parce que si vous pensez que quelque chose n'est pas bien, vous devez être en mesure d'avoir une mesure alternative, une réponse à ce que vous reprochez à une organisation, à un individu ou à une situation. Alors, je me tiens à votre disposition. Je suis prête pour vos questions. Merci, Mademoiselle Kondo. Je voulais rappeler à tous ceux qui nous suivent que Madame Madeleine Kondo est détentrice d'une ONG, c'est-à-dire une ONG African Union for Human Rights. C'est une ONG qui aujourd'hui parle de la défense et de la transparence des droits de l'homme en Afrique. Alors, Madame, rapidement, dans 2 minutes, parlez-moi un peu de votre ONG avant qu'on ne rentre même dans le vif du sujet, parce qu'il est important qu'on vous attende là-dessus. Effectivement, je vais faire une petite rectification. Il s'agit de notre ONG, African Union for Human Rights. On a préféré adopter le titre, disons, l'appellation de l'ONG en anglais, par référence et en souvenir des États-Unis où nous vivons, quand bien même que nous parlons français. Et ce que je veux rectifier, c'est que notre ONG aura tendance à voir comment organiser des élections transparentes en Afrique et aussi
comment défendre les droits de l'homme africain de façon particulière et dans le monde de façon générale. Tant bien même que c'est une ONG africaine, on tend vers une internationalisation, c'est-à-dire une mondialisation de nos activités, de façon à ce que nous puissions être en mesure de répandre le bien fondé de notre ONG au niveau de toute la planète. D'accord, madame, je crois que vous avez un travail à abattre parce que vous parlez du comment organiser les élections. Ça veut dire que votre ONG sera représentée au moment des élections en Afrique dans un pays. Alors, comment est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez des gens qui seront directement des observateurs internationaux qui seront sur le terrain? Et comment est-ce que vous avez fait ça? Effectivement, c'est vers là-bas c'est notre direction en fait. On sait qu'on ne peut pas observer la transparence d'élection sans être sur le terrain. Donc nous, notre action et nos objectifs sont d'avoir des représentations, d'avoir des bureaux soit permanents ou bien des bureaux temporaires par rapport aux dates et puis aux échéances électorales dans tous ces pays africains. Alors, madame, pour le sujet d'aujourd'hui, la sécurité de la population ivoirienne, mais surtout côté d'enfants, leur disparition et mort cascade dans l'impunité du système international au vu et au su de tous les mentors et puis collaborateurs. Alors, pourquoi vous avez choisi ce sujet et pourquoi le côté enfant? J'ai choisi ce sujet parce que depuis un certain temps, particulièrement en Côte d'Ivoire, parce que c'est surtout ce qui nous concerne, j'ai choisi, je disais, ce sujet pour la simple bonne raison que aujourd'hui, la sécurité est devenue inexistante. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où le pouvoir ne cesse de clamer que c'est un pays émergent et que la Côte d'Ivoire fait partie, la Côte d'Ivoire est plutôt la 5e puissance économique. Bon, nous vivons aux États-Unis. En comptant les pays, ça signifie quoi? Il y a les États-Unis, la Russie, la Chine. Bon, ça fait déjà les États-Unis, la Russie, la Chine, ça fait déjà 3 pays. L'Angleterre. Maintenant, quel est le pays qui va constituer le 5e pays dans ce groupe de 5? Bon, si on part de ce principe-là, à partir du moment où on regarde un pays comme la Grande-Bretagne, un pays comme la France, prenons même l'Allemagne, ce sont des pays avancés qui ont des structures. Aux États-Unis où je vis par exemple, quand vous appelez l'ambulance, l'ambulance ne peut pas mettre plus de 8 minutes pour être à vos portes, quelle que soit l'heure où vous appelez l'ambulance. Alors quand on me dit que la Côte d'Ivoire est 5e puissance et que les structures d'urgence n'existent pas, les structures sanitaires même sont à déplorer, je vais me poser la question, de quelle Côte d'Ivoire on parle? Alors c'est pour ça que nous pensons que la sécurité d'abord est la première des choses. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé qu'il fallait qu'on parle du problème de sécurité en Côte d'Ivoire. Alors. Et je vais centrer mon interview sur les enfants pour la simple bonne raison qu'ils sont sans défense, ils n'ont pas encore compris le monde, ils n'ont même pas encore été en mesure de s'adapter à ce qui est autour d'eux et qui sont obligés de quitter ce monde. En fait, c'est là mon inquiétude et c'est vers là que je veux envoyer mon combat
de nos discussions. D'accord. C'est bien beau de le dire. Alors, essayez de nous donner quelques exemples parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la disparition des enfants, des crimes, en tout cas vraiment qui ne disent pas leur nom. Alors, du côté enfant, qu'est-ce que vous avez vu? Et plus tard, nous allons parler peut-être des solutions parce que votre organisation est une grande organisation. Elle est bienvenue pour essayer de calibrer un peu l'insécurité en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier même, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que en Afrique, il faut dire que ce continent est beaucoup riche, donc il est beaucoup contacté par n'importe quel pays aujourd'hui. Alors, madame. Oui, bon. Si je peux vous expliquer, selon les statistiques, d'abord aujourd'hui où je vous parle, il y a déjà eu plus de 25, je dis bien plus de 25 enfants qui ont été arrachés à l'affection des parents, de leurs amis, et à qui on a ôté la vie de façon très barbare, de façon violente. Et c'est pour ça que nous estimons que nous devons aller essayer de comprendre pourquoi et comment une telle chose peut se passer. On a des cas bien précis. Les deux, disons le dernier cas flagrant, c'est le petit excès qui a occupé toutes les plages d'information où ils ont dit que l'enfant est décédé noyé, c'est-à-dire dans la piscine d'une maison. Bon, à partir de là, il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a eu des gens, des activistes, des gens qui se sont érigés pour pouvoir défendre cet enfant, la maman, les conditions même dans lesquelles tout ça s'est passé, ça fait un peu froid dans le dos. Pour une mère qui va dans une maison 2 ou 3 reprises chercher son enfant, on lui dit que l'enfant n'est pas là, et après on lui fait appel, on lui présente l'enfant sur le sol, sans but que l'enfant se serait noyé dans la piscine. C'est là le problème. Pour un pays émergent, à partir du moment où vous voulez jouer dans la cour des grands, vous devez vous comporter comme un grand et vous devez adopter les principes, les solutions, les lois de ces grands pays-là. Nous savons qu'aux États-Unis ici, il y a une loi sur les piscines. Par exemple, quand vous avez une piscine, vous êtes tenu de clôturer la piscine. Et la clôture doit être bouclée pour éviter les animaux, pour éviter que les enfants, par inadvertance, parce qu'ils ne savent pas, en jouant, se retrouvent là-bas. Et puis, peut-être, simplement parce qu'ils ne comprennent pas le processus de la piscine en tant que tel. Pour eux, c'est un jeu, et puis ils se noient. Donc, il y a tous ces garde-fous-là. Alors, si en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, on décide de faire une piscine chez soi, le gouvernement devait être en mesure de faire voter des lois par l'Assemblée nationale qui stipule que quand vous prenez la décision de construire une piscine dans votre maison, vous devez obéir à certaines règles qui vont avec la piscine. C'est-à-dire la piscine dans votre maison doit avoir une clôture fermée et quand la clôture est ouverte, ça doit être supervisé par un adulte. Pas seulement un adulte, mais un adulte qui est familier avec l'eau, c'est-à-dire qui sait nager et à qui on a appris, sinon qui a pris le temps d'apprendre les mesures de premier secours, de première nécessité en cas de noyade ou bien quoi que ce soit lié à l'eau, lié à la piscine. D'accord. Dans le thème que nous débattons aujourd'hui, vous avez parlé de l'impunité du système international au vu et au su de tous les mentors et collaborateurs
Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Est-ce que vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe, est-ce que l'État, vous voulez nous dire que l'État est complice ou bien la communauté internationale est complice? Alors, essayez de nous calibrer cela un peu. Oui, j'affirme, et je le dis très haut, et je le dis pour qui veut l'entendre, que l'État est complice, et deux, tous ceux qui ont aidé le président ivoirien, c'est-à-dire M. Alassane Dramane Ouattara, à être au pouvoir, sont en quelque sorte complices. Prenons d'abord le pays, prenons d'abord le leadership. Le président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Cette affaire de sécurité ou bien d'insécurité, c'est depuis ce jour où M. Alassane Dramane Ouattara a prêté serment que cette affaire-là demeure, que cette affaire-là a commencé. Prenons d'abord au niveau des adultes. Vous avez prêté serment. D'après vous, vous avez gagné les élections. On sait comment vous avez été installé. Mais quand vous avez prêté serment et qu'il est temps de gouverner, pourquoi les forces de l'ordre, c'est-à-dire votre rébellion, va chez des gens les prendre devant leurs femmes, leurs enfants, leurs frères et sœurs pour des destinations inconnues? Et les gens ne peuvent pas parler. Tout est parti de là. L'impunité. Il y a eu des règlements de compte. Et tout ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est dans ce circuit-là que M. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement se sont installés. Alors, à partir de là, tout a suivi. On découpe des gens dans la rue par un phénomène. C'est des gens qui se sont donné une étiquette. On dit quoi, les microbes. Mais les microbes, en principe, dans la logique des choses, on ne vit pas avec les microbes. Quand vous avez des microbes quelque part, il faut désinfecter, il faut les tuer. Dans le cas espèce de la Côte d'Ivoire, ce sont des êtres humains. Et ils vont découper des gens dans des quartiers, les gens sont terrés chez eux. Que fait la police? Voilà la complicité de l'État. Que font par exemple les forces de sécurité? Le ministre de la Sécurité, les soldats, tout cela, ce sont des gens qu'on appelle communément les forces de sécurité. Mais dans le cas espèce de la Côte d'Ivoire, ils sont devenus les forces de sécurité. Parce que jusque-là, les seules fois où ils ont cherché à intervenir, c'est quand la population même a pris l'engagement de régler elle-même ses comptes. C'est-à-dire aller contre les microbes. Et quand ils ont vu que la population a commencé à rendre compte dans ce sens-là, c'est là où M. Ahmed Bakayoko, qui est le ministre de la Sécurité, a cherché à prendre des mesures pour intervenir. C'est là où je parle de la complicité de l'État. Maintenant, quand la France donne de l'argent pour dire qu'elle donne cet argent-là au gouvernement pour la réinsertion des microbes, ils ont appelé les enfants en déphasage avec la société, c'est-à-dire avec la loi. Mais si la France veut jouer un jeu franc, la France sait très bien que dans elle-même, son pays, qu'est-ce qui se passe? On va toujours prendre des dispositions pour faire arrêter ceux qui commettent des crimes, ceux qui ont fait à la loi. Mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Au contraire, on encourage ces gens-là. Si vous avez donné de l'argent et que vous avez estimé que l'État doit utiliser l'argent pour réinsérer les gens, ces microbes, ça veut dire qu'on ne doit plus parler de microbes. Mais comment se fait-il que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas plus tard qu'hier et avant-hier, ils sont allés avec 2 ou 3 cas de transport à Yopougon, les gens sont terrés chez eux, ils ont eu à laisser découper des gens. Mais vous, la France, vous êtes complice parce que vous avez donné de l'argent pour un programme, mais demandez aux autorités ivoiriennes de vous rendre compte
C'est devenu un peu comme chez nous quand on dit on jette une pierre à un oiseau. Est-ce que la pierre a atteint l'oiseau? Est-ce que l'oiseau est resté mort? Est-ce que l'oiseau a fui? Est-ce que la pierre n'a pas pu atteindre l'oiseau? On ne sait pas. Vous avez avancé de l'argent pour quelque chose. Dites au gouvernement de vous rendre compte qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent et comment le programme, si c'est un programme qui a été mis en place, comment le programme avance. C'est là que j'accuse les sponsors, sinon les collaborateurs ou les mentors de M. Alassane Dramane Ouattara et ses collaborateurs, c'est-à-dire les ministres. Et le dernier point, c'est où M. Alassane Dramane Ouattara, avec tous ces faits-là, se comporte son discours est qu'il n'est pas au courant. Mais vous êtes d'accord avec moi, même si, à supposer par exemple que M. Alassane Dramane Ouattara est malade et qu'il allait en France ou bien où pour se soigner, mais le pays continue, l'administration demeure. Ça veut dire que vous avez laissé des collaborateurs dignes de votre confiance de conduire le pays, de gérer les affaires de l'État et de vous rendre compte. Alors je m'inscris en faux et je n'accepte pas du tout le fait que M. Alassane Dramane Ouattara à chaque fois dit qu'il n'est pas au courant. C'est là que je l'accuse et c'est là où je dis qu'il démontre d'ailleurs sa complicité. Parce que si vous comparez les situations de sécurité ou bien le problème de sécurité depuis au temps du premier président M. Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, jusqu'à M. Bédié, jusqu'à M. Gueye, quand bien même qu'il ne soit pas resté longtemps, et M. Laurent Gbagbo, les gens allaient à la rue Princesse, les gens restaient dans les maquitas, les gens allaient dans les boîtes de nuit, mais aujourd'hui, oublions même le côté loisir. Les jeunes refusent du travail à cause des heures qu'on leur propose. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer tard à la maison de façon sécurisée. Ils sont obligés de ne pas accepter ces boulots-là. C'est dire que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire n'a fait que se dégrader. Jusqu'au jour aujourd'hui, des enfants qui jouent dans les maisons ne sont pas en sécurité. Des enfants qui sont devant des maisons ne sont pas en sécurité. Des enfants qui ont leur sac pour aller apprendre à lire et écrire, pour faire partie de la chaîne de production, de la chaîne du pays, c'est-à-dire rentrer dans le concept même de développement de leur pays, ils ne peuvent pas le faire. Ils vont à l'école, ce n'est pas ceux qui vont rentrer. Ou alors, voilà, 2 ou 3 jours, j'ai regardé un document que quelqu'un m'a envoyé. Des gens, des parents d'élèves qui sont allés retirer leurs enfants de l'école parce qu'on leur a dit qu'on enlevait les enfants. Donc, ils ont préféré écourter cette journée de lecture, cette journée d'apprentissage, ne serait-ce que pour la sécurité de leurs enfants. Alors, que font les forces de l'ordre? Tout ce qu'on sait d'eux, c'est de se mettre sur les routes pour prendre de l'argent aux usagers, aux taxis et autres. Ce n'est pas ça leur rôle. Ce n'est pas ça la déontologie policière ou bien ce qu'on leur a appris dans l'armée. Alors c'est pour ça que je dis que le président, son gouvernement et tous ses mentons sont complices. Mais madame, la France n'a fait que aider la Côte d'Ivoire. Elle a donné son crédit et elle attend que son crédit soit remboursé avec intérêt. Que le régime en place utilise ses fonds comme cela se doit, ou bien à n'importe quel moment, ou bien n'importe comment, mais la France sait qu'elle a donné son crédit et que son crédit doit être remboursé. Elle n'est plus responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, madame. Non, soyons clairs et soyons en même temps précis. L'argent qu'elle a avancé, elle a donné à la Côte d'Ivoire, ce n'était pas sous forme de prêt. C'était un don pour qu'on puisse réintégrer ces enfants appelés microbes
qu'il qualifierait de personnes en déphasage avec la société. Maintenant, l'argent qu'elle a prêté à M. Alassane Dramane Ouattara pour sa guerre contre la démocratie et autres, effectivement, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous voulez votre argent en retour. Et même, vous exigez des taux d'intérêt. Je crois que oui. Madame, allez-y, madame. Oui. Alors donc, à partir du moment où, ok, on est d'accord, mais ça ne peut pas empêcher le président d'adopter un programme pour sécuriser la population. Ça ne peut pas empêcher le président de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens résidant sur l'étendue du territoire ivoirien. On parle du phénomène de coupeurs de route qui ont déjà tué assez de cadres. Il y a même un des représentants du Vatican qui a trouvé la mort dans ces conditions-là. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Des enfants même qui n'ont même pas encore connu la vie, c'est-à-dire ils n'ont même pas encore réalisé qu'ils sont dans le monde et ils doivent quitter ce monde. Et les adultes à qui ils font confiance, les adultes qui sont censés de les protéger, c'est ceux-là même qui deviennent leurs bourreaux. Alors, madame, vous voulez nous dire par là que au niveau de l'enlèvement de ces enfants, du crime qui sont perpétrés, est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a d'autres crimes qu'on peut peut-être parler on peut qualifier de crimes rituels, raison pour laquelle le gouvernement ne dit rien, ou bien essayez de nous dire quelque chose vis-à-vis de cela. Oui, on peut parler de crimes rituels parce que ce sont des enfants à qui on vide le sang. Mais vous prenez le sang de l'être humain, pour quoi faire? C'est pour ça que les gens disent que c'est des crimes rituels. Vous videz quelqu'un de son sang, vous enlevez les organes génitaux d'un enfant ou bien d'une jeune fille ou bien d'un jeune homme. C'est-à-dire, au moment où on retrouve les corps, la mutilation qu'a subi ce corps-là, c'est ce qui fait que les gens parlent de crimes rituels. Ça, c'est un. Deux, à partir du moment où le gouvernement et les forces de sécurité et le ministère de la sécurité ne prennent pas le soin de protéger les enfants, de faire des enquêtes quand même, de mener des enquêtes fiables, et à partir du moment aussi qu'on sait les conditions dans lesquelles ce président est arrivé au pouvoir, la population maintenant vit dans une certaine psychose. La population aujourd'hui se dit que ces gens-là roulent pour le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène sur toutes les lèvres, les nouveaux riches. Voici des gens qui ont attaqué des banques, qui ont dévalisé des banques, qui ont volé des affaires chez certains dirigeants du gouvernement du président Laurent Gbagbo, c'est resté impuni. Et donc tout ça ensemble, la population se dit que ils sont le gouvernement et tous ceux qui sont en rapport, ou bien qui ont des liens, ou bien qui sont en collaboration avec le gouvernement, sont des complices. D'accord. Je crois qu'on vous a compris, madame. Ça va faire l'objet peut-être du bilan du président Alassane Ouattara un autre jour. Mais vous avez parlé du fait aujourd'hui du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, Guèye et puis de Laurent Gbagbo. À leur niveau, l'insécurité n'était pas aussi grandissante. On voyait, même s'il y avait quand même l'insécurité, mais elle n'était pas totalement grandissante. Alors, vous nous avez fait ce point. Mais aujourd'hui, avec l'ampleur de cette insécurité, comme vous le dites, madame,
qu'est-ce que votre ONG est capable de faire? Quelles sont les solutions que vous pouvez prévoir à l'horizon? Bon, nos solutions vont se situer à plusieurs volets. Et je vais essayer d'expliquer par rapport aux crimes qui ont été établis. On prend le cas du petit Bouba. Bouba a été arraché à l'affection des siens par le bijoutier du quartier. C'est pour dire que, en tant que parents, nous devons adopter de nouvelles résolutions, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de nous comporter. Parce que si le voisin est celui qui vient tuer votre enfant, ça veut dire que je ne peux plus faire confiance à personne. Je ne peux pas accepter que mes enfants aillent chez le voisin. Nous tous, on a eu à s'amuser avec les boîtes, les poupées, avec tous les enfants du quartier. Bon, l'évolution de la situation doit nous permettre de changer notre façon de vivre. Aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas donner un biscuit ou bien un bonbon à un enfant sans demander la permission aux parents. Alors, ce sont ces genres d'attitudes-là que nous devons adopter. On ne doit plus regarder quelqu'un comme ça et puis faire confiance à cette personne. Simplement parce que cette personne-là nous ressemble en tant qu'être humain. Ça, c'est un, pour le cas Bouba. Pour le cas du petit externe, le gouvernement doit prendre des dispositions pour tous ceux qui ont des piscines chez eux. Non seulement protéger les êtres humains, mais vous évitez certains amis. Si on prend une loi comme quoi, quand vous avez une piscine, vous devez entourer votre piscine d'une clôture. Sinon, le jour où il y a un accident, si quelqu'un est retrouvé noyé dans votre piscine, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Et on peut, en votant cette loi-là, tous ceux qui ont des piscines chez eux vont prendre des dispositions. Ça, c'est un. Pour quelqu'un qui est venu là. Mais pour vous-même, vos parents, pour vous-même, vos enfants, si vous voulez faire une piscine chez vous, vous devez être en mesure, vous êtes tenu d'aller prendre des cours de sauvetage. Pour que, au cas où il y a des problèmes, vous soyez en mesure d'apporter au moins les premiers soins avant que l'ambulance que vous aurez appelée arrive. Quand on connaît l'état de nos routes et les conditions sanitaires en Afrique, ce sont des choses qu'on va mettre en amont, ne serait-ce que pour accélérer les conditions pour sauver les vies humaines. Ça fait 2. 3, on va parler de bilan. Pour ce qui concerne le bilan, je dirais que M. Alassane Dramane Ouattara et ses équipes, il a fait plusieurs gouvernements, il a fait de nouveaux gouvernements à chaque fois, je dirais que lui et ses collaborateurs, lui et ses gouvernements ont échoué sur toute la ligne. Je pèse bien mes mots, en ce sens qu'on ne peut pas être dans son pays et refuser de travailler à cause des heures qu'on vous propose. Ça, c'est inadmissible. Pour une 5e République mondiale, pour un pays émergent, ce n'est pas normal. Et à partir du moment où ce gouvernement-là ne peut pas être en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et qu'elle a échoué, et que la population ne leur fait plus confiance, la courtoisie africaine, la dignité et l'humilité recommandent à cette équipe-là de rendre sa démission. Alors, madame, est-ce que vous voulez nous dire que le président Alassane Ouattara, qui a quand même fait son gouvernement et qui dit que chacun doit faire son travail, est-ce que vous voulez nous dire que ceux qui font partie du gouvernement n'étaient pas à la hauteur même de cette crédibilité que les Ivoiriens attendaient d'eux? Effectivement, les pensées des Ivoiriens sont justes. Les pensées des Ivoiriens sont totalement
en accord avec ce qu'ils vivent. Les Ivoiriens s'inscrivent en faux. Ils ne reconnaissent pas, ils ne se reconnaissent pas plutôt dans ce gouvernement. Un gouvernement qui ne peut pas vous protéger. On fait des examens et on donne de nouvelles instructions pour changer les notes, pour repêcher jusqu'à 6 de moyenne. Des enfants qui ont le bac, qui ne peuvent même pas faire une phrase correcte en français. Je dirais que c'est effectivement un échec. Moi, j'ai été enseignante et on connaît comment on a été exigeant au niveau de nos élèves. Mais faire passer des enfants qui n'ont pas le niveau, où est-ce qu'on va? Un écolier ivoirien, un lycéen ivoirien, un étudiant ivoirien devait être en mesure d'être compétitif sur le plan régional, sur le plan continental et sur le plan mondial. Et si on ne peut pas honorer ça en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que système d'éducation, on a échoué sur toute la ligne. Ça veut dire qu'on a trahi ces enfants-là. On n'est pas à la hauteur. On les a fait. Et c'est ça. D'accord. Mais je crois que nous sommes presque en 2020. Le président dit qu'il ne va plus se présenter et qu'il va laisser la place à une nouvelle génération. Est-ce que ça veut dire que cette génération aujourd'hui qui va arriver avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que les Ivoiriens ont vécu, est-ce que le compteur sera mis à zéro? C'est-à-dire qu'il faut encore redynamiser cette équipe, il faut encore mettre de l'eau dans son vin, il faut encore rehausser le niveau éducatif au niveau de cette belle Côte d'Ivoire. Mais on le prend à chaque fois à ses propres mots. Il nous a demandé de lui donner 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Bon, on lui a donné les 5 ans. On lui a même donné un bonus de 5 ans. Il vient de terminer 3 ans de bonus. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a rien vu du tout. Il a promis des logements à moyen coût aux populations. On n'a pas vu. J'ai vu une des tables d'opération du bloc opératoire du CHU de Cocody. Et j'ai même dit que je ne voudrais même pas, ce n'est pas une injure que je fais à la population, mais l'état dans lequel se trouve ce lit d'opération, je ne voudrais même pas mettre mon chien dessus pour une opération. Et on opère des êtres humains dessus. Un pays émergent. On a vu les images au CHU de Yopougon où les gens sont à même le sol. Un sérum ne coûte parfaitement que lorsqu'il est au-dessus de celui qui le reçoit. Mais le sérum est à terre au même niveau que vous. Il s'agit de quoi? Les 2 milliards ou bien 4 milliards, je ne sais même pas combien de milliards ils ont déboursé pour faire fonctionner le Sénat. Cette somme-là aurait pu réhabiliter des salles d'opération. Cette somme-là aurait pu trouver ou bien mettre en place un système de réponse rapide au niveau des sapeurs-pompiers, au niveau des secousses, surtout quand on sait ce que les dernières pluies ont fait comme victimes et comme perte de vie humaine en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, pour la première fois, on voit des Ivoiriens, cette dame qui s'est suicidée. Il n'y a rien qui pouvait la pousser au suicide. Elle est bien éduquée, elle a un bon boulot, elle est mariée, elle a des enfants, elle est salariée. Alors, Dieu seul sait dans quelle situation M. Alassane Dramane Ouattara nous a mis. Si on ne peut pas protéger nos enfants, et cette mère de Bouba, elle est allée acheter des œufs qu'elle fait bouillir pour vendre, pour supporter les dépenses de sa famille, pour aider en quelque sorte son mari. Et simplement parce qu'elle veut être une pièce quand même
effective dans le système de production, dans le système de fonctionnement de la société ivoirienne, on lui a racheté son fils. Alors comprendre quelque chose. Les discours de plaisir, les beaux discours, ça ne sert à rien. On revienne à la réalité. Tout ce dont il parle, lui et ses ministres, à longueur de journée, pendant les conseils de ministres, et tout ça, c'est du n'importe quoi. Des Ivoiriens qui sont obligés d'aller dormir sur des tombes. Où est-ce que vous avez vu ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois des situations comme ça, à part, par exemple, les situations de films que nous voyons ici, c'est-à-dire c'est des mises en scène d'Hollywood, je comprends. C'est des films qui sont en train de tourner. Et pour des Ivoiriens qui doivent dormir sur des tombes, ils ont échoué, ils n'ont pas accepté. Et d'ailleurs, le point même, quand vous sortez d'une crise, quand vous sortez d'une guerre, il s'agit de quoi? La réconciliation. Avant tout, la réconciliation. Ça fait 8 ans que M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. On ne voit aucune lueur de réconciliation. Même les 2 ministres qu'il a envoyés, M. Seydou Diarra et M. Bani, les travaux, le dernier kata, c'était les résultats des travaux de M. Bani sur la réconciliation. Mais ils ont rejeté du revers de la main parce que les vérités qu'ils ont rencontrées dedans là, ils ne veulent pas faire face à face. Alors je veux, par votre chaîne, par votre voix, demander à M. Alassane Dramane Ouattara et ses collaborateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, peut-être qu'ils ont fait de la réconciliation pour les, je ne sais pas, c'est moins de 24 mois qui leur restent. Et parce qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, même quand il dit qu'il va laisser le pouvoir aux jeunes, je voudrais même qu'on fasse un sondage au niveau de la population. Il y a combien qui croient en ce discours qu'il a fait le jour de son semblant de parti unifié? Alors je demande aux Ivoiriens, à ceux qui de réfléchir à ça, et puis de voir qu'est-ce qui est prenable dans son discours, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui reflète la réalité. D'accord, madame. Je crois que vous avez beaucoup parlé. Vous avez dit réellement les vérités. Vous avez demandé au président Alassane Ouattara d'être un peu sérieux avec les Ivoiriens. Mais quand on voit le gouvernement, M. Alassane Ouattara se dit, effectivement, je suis le président de la République, mais j'ai mis un gouvernement, donc chacun doit faire son travail. Et si chacun n'a pas fait son travail, ça veut dire que cela revient au droit que nous accusons le président de la République parce que celui qui tient les rênes du pouvoir, c'est ce que vous avez fait. En tout cas, madame, nous vous remercions pour cette interview. Le temps Tunis Empathie est presque à son terme. Si vous avez peut-être quelque chose à dire, je vais vous donner encore une rallonge de peut-être 5 minutes pour essayer de nous donner d'autres informations que vous n'avez pas apportées à cette interview. Bon, tout d'abord, prenons le cas même du président, M. Alassane Ouattara. Et on nous a dit qu'il a eu un PhD. Mais les PhD sont accompagnés de livres. Et jusque-là, pour les recherches qu'on a eu à faire, on n'a pas encore vu le livre que M. Alassane Dramane Ouattara a écrit. S'il l'a caché par curiosité et par fierté, je voudrais vous l'indiquer pour que nous on l'achète, pour le lire, pour voir qu'est-ce qu'il a appris tout le temps qu'il a été à l'école aux États-Unis, tout le temps qu'il a côtoyé les grandes institutions. Ça, c'est un. 2.
Quand vous êtes dans un pays, que le pays vous a formé, je pense que vous devez avoir la courtoisie quand même de tirer l'essentiel, sinon le positif de votre séjour ou bien de votre formation dans les institutions ou bien dans le système éducatif de ce pays. On sait qu'aux États-Unis ici, l'enfant a une place de choix, la femme a une place de choix, l'être humain en tant que citoyen américain a quand même des droits que tout le monde préserve et protège. On retire les enfants aux parents biologiques, on retire des enfants adoptés aux parents d'adoption parce que leurs droits ont été violés. Mais voilà M. Alassane Draman Ouattara qui a fait ses études aux États-Unis, il ne peut même pas utiliser ça pour protéger l'enfant ivoirien. C'est ce qui est malheureux dans toute l'histoire. On peut avoir droit de vie ou de mort un enfant, même son propre enfant. Ce monsieur qui a fait assassiner sa fille en Bayakro pour avoir de l'argent. Et tout ça, c'est lié au monde de la société. Par exemple, la corruption. La corruption a fait cette frange de nouveaux riches et tous ceux qui sont laissés pour compte, ils aussi veulent devenir riches. Et donc, ils vont chercher tous les moyens, ils vont utiliser tous les moyens, ils agressent les gens dans la rue, prendre leurs biens pour les déplier de leur argent. Ils vont prendre des choses chez les gens à la maison. Ils coupent les routes, les camions s'arrêtent, ils arrachent tout aux gens pour se faire de l'argent pour eux. Ils sont riches pour eux. Oui, c'est tout à fait normal. C'est ce que vous dites, c'est l'insécurité qui continue. Mais, madame, nous savons surtout que M. Alassane Ouattara a été, on l'a appelé, il a été au FMI et il a quand même fait, comment je peux dire, il a été un grand monsieur au FMI. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a rehaussé l'économie de la Côte d'Ivoire. Et les gens, à tout moment, ils sortent aujourd'hui de leur réserve pour dire que la Côte d'Ivoire est devenue un pays émergent. Ça veut dire que M. Alassane Draman Ouattara est au top niveau de ce que la communauté internationale demande. Est-ce que, au vu de ce que les gens disent, qu'ils nous envoient des chiffres peut-être à 3 vitesses, comment est-ce que vous les concrétisez, madame? Ce que je peux vous dire, c'est que quand les gens avancent au FMI, il a été quand même un grand type ou bien il a fait ses preuves. Monsieur Afrique, on l'appelait en ce moment Monsieur Afrique. Monsieur Afrique, mais dans son Monsieur Afrique là, je crois il y avait 15 ou 17 vice-présidents, je crois 17 et il était 15e. Donc c'est dans ça là. On a appris tout sur le classement. Quand il y a 17 personnes, vous êtes 15e là. Vous pensez que vous avez été performant? Je vous pose la question. Vous pensez que vous avez été performant? Donc vous voulez nous dire que il y a des gens qui font du travail à sa place, ou bien il n'a pas eu la capacité d'avoir ce diplôme, ce que vous voulez nous dire? Mais nous tous, nous savons que même cette affaire de relever l'économie en Côte d'Ivoire, vous savez, même quand vous n'aimez pas le lièvre, il faut lui reconnaître ses grandes oreilles. C'est du travail qui a été fait par M. Kablan Duncan. Et eux-mêmes, ils savent. Dans leur milieu, ils savent. Je n'invente rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont ses compétences, les compétences de M. Daniel Kablan. D'accord, je crois que nous avons été coupés avec Madeleine Kondo. Alors, oui. Madame, allez-y, allez-y. Alors, donc, quand vous êtes 15e sur 17 personnes, ne me dites pas que vous avez été performant. Ça, c'est 1. 2, M. Kablan Duncan, c'est lui qui a fait tout le boulot à sa place. 3, il dit qu'il est économiste.
Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, vous donnez 500 francs à un enfant d'aller acheter quelque chose dans une boutique, il ne peut pas vous ramener la monnaie. Et j'ai fait un peu une métaphore la dernière fois pour dire que quand à la fin du mois, vous venez de recevoir votre salaire, il y a des jetons un peu partout dans la maison. Mais quand l'argent commence à se faire rare, c'est-à-dire quand vous avez passé les premières quinzaines du mois, quand vous envoyez la bonne ou bien le chauffeur aller acheter quelque chose, vous voulez à tout prix compter la monnaie parce que vous-même, l'argent commence à se faire rare dans votre poche. Et c'est ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Il n'y a pas l'argent dans le pays. Et vous me parlez de croissance. D'ailleurs, même le phénomène de la croissance à 2 chiffres, c'est particulier. Je dirais même que ça se réfère au pays du tiers-monde. Et quand on est un pays du tiers-monde, là, on ne peut pas dire qu'on est riche, on se suffit, ou bien quoi. Le minimum, l'éducation, la santé et la nourriture, vous ne pouvez pas assurer ça à la population. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si j'ai un mot à dire, et je pense que je vais m'adresser directement à tous les Ivoiriens pour leur dire qu'il y a des gens parmi nous qui ont fait des erreurs en le supportant M. Alassane Ouattara. Mais qu'on se ressaisisse. Et je ne refuse pas. C'est pas une façon d'être récalcitrant quand je dis que je ne veux pas être sous la bannière d'un parti politique. Simplement parce que je ne veux pas limiter mes actions. Aujourd'hui, si je fais quelque chose, je veux que ça soit dirigé vers l'Ivoirien, vers tout le monde. Alors que si je veux le faire, si je veux poser des actes sous le parapluie d'un parti politique, les autres partis politiques verront qu'ils ne sont pas concernés. Les militants de ces partis-là ne verront pas que c'est quelque chose qui va les aider. C'est pour ça que j'ai préféré, dans le cadre de notre ONG, nous adresser à tous les Ivoiriens. Je voudrais que tous les Ivoiriens se reconnaissent dans ce que nous faisons, parce que les droits de l'homme, ça les touche. Nous sommes là pour essayer de les aider avec leurs droits politiques, économiques, les droits sociaux, les droits culturels et tout. Alors, je remercie tous les citoyens ivoiriens, tous les Africains qui me regardent, qui m'écoutent. Ce ne sera pas facile, mais avec le courage et la détermination, nous aurons et nous arriverons là où on a décidé de se retrouver. Merci, merci. Merci, madame. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était donc notre camarade, notre amie Madeleine Konda, depuis New York, qui a parlé aujourd'hui de la sécurité de la population ivoirienne, et surtout du côté enfant, où on a quand même des morts en cascade. Madame a eu à dire à tous les Ivoiriens ce qu'elle pensait. Et je voulais quand même remercier tous ceux qui appellent et qui n'ont pas eu à être connectés. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition spéciale d'Afrique Planète. Votre collaborateur Striette Serge Niawa. Je vous retrouve simplement la semaine prochaine. Au revoir. Merci.